Bonjour à tous. Donc finalement, on se rend compte depuis hier que le sujet fait beaucoup de débats et donne lieu à beaucoup de passion. Et finalement, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Parce que s'il donne lieu à beaucoup de passion, ça veut dire qu'on a affaire à plus que des objets techniques, mais à des lieux et à des paysages. Donc c'est un petit peu sur cette piste-là que je voudrais revenir, même si, vous allez le voir dans la première partie de la présentation, beaucoup des choses que je vais évoquer ont déjà finalement été présentées par d'autres intervenants. Donc, on l'a vu hier dans la présentation de Laurent Lespez, au-delà de l'ouvrage, dans beaucoup de cas, les sites hydrauliques sont fondés sur un héritage technique qui est le moulin à eau, la mère des machines, mais qui en fait a donné lieu à un véritable lieu justement, composé à la fois des bâtiments d'exploitation, d'ouvrages hydrauliques, mais également de dispositifs de franchissement, de petites fermes agricoles, de lieux de pêcherie et d'autres usages qui ont permis de développer une importante sociabilité. Ce motif a été répliqué un grand nombre de fois au fil des vallées, en leur donnant leur structure paysagère. Alors effectivement, c'est un motif très commun, très structurant, comme on peut le montrer à nouveau sur cette carte, d'un certain nombre de vallées sud-armoricaines avec des densités, ça a été évoqué hier, supérieures à un moulin, un site hydraulique, en particulier par kilomètre de rivière. Des sites, donc des lieux qui sont multifonctionnels. On a évoqué le site en tant que lieu de production, mais on l'a vu, il s'agit également de lieux de franchissement, de lieux de pêche, de lieux de travail et de récréation aujourd'hui. Ce sont des lieux particuliers qui sont fortement inscrits dans la symbolique sociale. Ils sont fréquentés, pratiqués, renouvelés, mais également disputés. Cette dispute en fond de vallée date de leur implantation, avec des conflits qui ont évolué au fil du temps, des conflits liés à l'eau, mais également des conflits liés à l'accès à l'espace, tout simplement, au partage de l'usage, à la fréquentation, et puis également à l'évolution des modalités de gestion. Des lieux de conflit que le droit et l'action de l'ingénieur n'ont pas toujours réussi à pacifier. Alors, très souvent, les associations en particulier, mais même aujourd'hui, les institutions mobilisent les archives du passé pour nous rappeler qu'il y a eu un âge d'or de l'ingénierie du moulin avec une profusion de documents qui en donnaient la norme, la normalisation. Cette période de grande normalisation des paysages de fond de vallée, sous le regard de l'ingénieur, c'est celle du XIXe siècle qui est concomitante avec la grande phase d'industrialisation des fonds de vallée. Pour beaucoup, cette période est considérée comme un âge d'or. Or, quand on regarde les dossiers que nous ont laissés les archives administratives, on se rend compte que c'est surtout l'âge d'or des conflits. Depuis la déprise sur ces sites hydrauliques, on se rend compte que ces lieux ont été réinterprétés et transformés. Ce n'est pas simplement d'aujourd'hui qu'on porte un regard nouveau sur ces sites. Déjà, dès la fin du XIXe siècle, certains moulins se sont transformés en lieux de guinguettes ou de canotage. Ensuite, on a eu une grande phase de réinterprétation de cet héritage à partir des années 60 par le développement de projets hydro-agricoles. Depuis le début du XXe également, on a le regard de l'usager de la pêche de loisirs qui réinterprète les sites hydrauliques et les biefs comme des territoires de pêche à gérer selon des principes précis. Depuis la fin des années 80, ce sont d'autres associations, d'autres usagers, comme celle du canoë-kayak, qui réinterprètent ces lieux où les ouvrages sont tour à tour des dangers ou des attraits. Enfin, on l'a vu dans un certain nombre de présentations, ces sites ont été reconvertis en résidences. Et là, elles donnent lieu à des logiques d'appropriation privative qui parfois rentrent en conflit avec une valorisation collective de ces sites. Dernièrement, ces sites de fond de vallée donnent lieu à 2
projets de patrimonialisation. L'une centrée sur la nature, dont on a débattu hier, et l'autre centrée sur le patrimoine historique. On a vu, un des enjeux, c'est d'arriver à articuler ces deux modes de patrimonialisation que l'on espère pouvoir ancrer dans un principe de durabilité de gestion. Alors ces vallées, pourtant, si elles partagent un héritage commun, on l'a vu, elles présentent des formes, des niveaux de conservation. Hein, ces paysages initiaux présentent des niveaux de conservation et de transformation qui sont très différents. Je vous donne deux exemples. Sur le cas de la Sèvre nantaise, on a simplement 23% des moulins qui ont totalement disparu, 12% qui sont en état de ruine, 50% qui sont transformés en résidence et 15% ont conservé leur fonctionnalité de moulins, même s'ils ne sont pas exploités. En revanche, sur la vallée voisine du Thouet, près de 40% des moulins ont totalement disparu, 17% des moulins sont ruinés. Surtout sur la partie amont, là sur le petit ver de terre, le premier, le A, vous voyez tous ces points rouges et orangés qui correspondent à la partie amont, donc qui est très marqué par ce processus de déprise où les moulins ont parfois disparu depuis 100 ans. 20% des moulins sont bien conservés, au contraire, dans cette vallée du Thouet. Donc vous voyez qu'avec des héritages relativement proches, on aboutit à des niveaux de conservation et de transformation très variés. Des lieux qui sont donc aujourd'hui polymorphes, avec des niveaux de restauration très inégaux, avec des types de lieux très variés, du simple petit moulin artisanal à la grande usine, qui pose des problèmes de gestion très, très différents, et puis des sites qui sont valorisés en tant que résidence, on le voit sur l'une des photos, et puis des sites qui sont parfois oubliés, en ruine, mais qui peuvent être aussi appréciés dans cet état-là. Cette diversité de lieux s'inscrit dans des types de paysages de rivière. On n'a pas un paysage de rivière, on n'a pas un modèle d'implantation de moulins. Donc pour le cas de la Sèvre nantaise et du Thouet, j'ai pu travailler sur une typologie assez simplifiée en quatre types de grands paysages. Les vallées urbaines jardinées, où les sites hydrauliques sont relativement peu présents. Des sections de paysages d'agrément patrimonialisés, où le site hydraulique est à la base du développement d'une valorisation touristique. Et puis des paysages agricoles en cours de transformation, progressivement pénétrés par les loisirs. Et puis, entre ces segments, des paysages que j'ai nommés incertains, qui évoluent entre une forme d'ensauvagement, pour utiliser un mot imagé, et puis d'isolat résidentiel. Tous ces types ne sont pas figés et évoluent sous l'effet de la demande sociale et de processus de fond, de périurbanisation ou de déprise rurale. Pour conclure cette première partie, moi, ce que je voudrais vous dire, ce sont qu'on a affaire, dans la plupart des cas, à des lieux qui sont habités. Donc dépasser la perception de l'ouvrage en tant qu'objet technique pour se rendre compte qu'ils sont associés à des lieux de vie. Donc insister là-dessus. Donc dans le cadre du terrain d'études sud-armoricain que j'ai particulièrement pratiqué, 75% des sites qui ont conservé un bâti sont effectivement habités. Et contrairement à une idée reçue, dans la plupart des cas, 65%, pour la zone d'études, ça peut changer dans d'autres régions bien sûr, 65% sont des résidences principales, 20% sont des résidences secondaires et 15% sont des gîtes. Alors ces lieux habités, on peut, au lieu de les aborder par la technique, les aborder par le regard des habitants, des usagers, des élus, mais également celui des experts. Alors dans cette perspective, une enquête exploratoire, un travail exploratoire a été mené en 2009 dans la vallée du Thouet de la Sèvre nantaise. Travail qui a été réalisé à partir d'une technique de photo-questionnaire et puis d'entretien semi-directif. Les thèmes abordés par ces deux outils ont été la définition du beau paysage de rivière, les pratiques de fond de vallée, l'appréciation du motif paysager moulin, le devenir des ouvrages hydrauliques, la connaissance de la problématique dont on discute aujourd'hui, les solutions techniques privilégiées par les uns et par les autres, les argumentaires, comment les argumentaires en faveur du maintien ou de la suppression d'ouvrages étaient construits, et enfin, on a fait réagir les gens sur leur expérience personnelle des paysages de rivière. Alors pour l'outil du photo-questionnaire, qui reste une expérience, un travail exploratoire, on a travaillé avec une série de 15 clichés
qu'on a travaillé, qu'on a sélectionné avec les techniciens pour qu'il soit le plus représentatif des vallées étudiées, donc principalement la Sèvre et le Touet. Et ces 15 clichés ont été soumis donc, à un questionnaire. Il ressort de ce travail de photo-questionnaire qu'on retrouve dans l'évaluation des clichés, des paysages sur 2 critères, la beauté et la santé écologique, une corrélation entre ces 2 pôles d'appréciation. Corrélation qui a déjà été soulignée dans d'autres travaux de recherche, notamment ceux de Marie-Lise Cotet à Lyon. À partir de ce travail, une comparaison est prévue entre les différents groupes d'usagers, entre les regards portés par les différents groupes d'usagers. Aujourd'hui, je suis en mesure de vous présenter la comparaison de 2 regards, ceux de l'élu et ceux du groupe expert gestionnaire. Donc, parmi les clichés les moins appréciés, on va retrouver dans le jeu de données des clichés qui sont des clichés de la rivière aménagée, justement. Le plan d'eau, le bief chenalisé ou le clapet. Parmi les clichés les plus appréciés, on va retrouver des paysages de rivière qui semblent valoriser l'esthétique de l'écoulement libre. Alors j'avoue que moi, à la lecture de ces résultats, sur à peu près 200 questionnaires, j'ai été assez surpris. Je pensais retrouver parmi les clichés les plus appréciés le site, l'image d'Épinal du moulin à eau. Alors en réalité, il est présent, très présent, il arrive dans le trio de tête pour certains groupes d'usagers. Donc il faut aller au-delà de cette présentation générale pour travailler par groupe d'usagers. Donc quand on y regarde de plus près, on constate effectivement des appréciations divergentes pour un certain nombre de clichés. Donc je ne rentre pas dans l'analyse détaillée de ce tableau, je vous montre simplement les clichés qui ont fait l'objet d'importantes divergences entre 2 groupes, les experts gestionnaires et les élus. Donc, premier cliché, l'image d'Épinal du moulin à eau avec sa chaussée, arrive dans le trio de tête pour les élus. Effectivement, c'est un des beaux paysages de rivière qui est associé aussi à un bon fonctionnement de rivière. En revanche, ce cliché recule assez nettement dans l'appréciation des experts gestionnaires, ce qui montre là l'influence assez forte du regard informé par la science. On aurait posé cette question-là aux experts gestionnaires il y a 15 ans, peut-être que le site Moulin à eau aurait été un peu plus haut dans le classement. Autre type de cliché qui a fait débat, c'est le bras mort, assez mal perçu par les élus, et au contraire, assez valorisé par les experts gestionnaires. Troisième cliché et quatrième cliché, 2 clichés à écoulement libre qui ont fait beaucoup débat. Un cliché à écoulement libre avec un écoulement turbide et puissant, qui est très apprécié par les experts et gestionnaires dans l'enquête, et au contraire rejeté par les élus, avec des mots-clés associés à ce rejet de risque, de danger. Quatrième cliché, dernier cliché, qui a fait l'objet de nombreuses divergences, y compris au sein du groupe expert gestionnaire, c'est le cliché d'une rivière à écoulement libre avec un niveau bas. Avec là des argumentaires assez diversifiés. Parfois, on nous a expliqué que cette rivière présentait des écoulements trop bas. Certains n'ont pas reconnu la rivière qu'ils connaissent. On m'a même parfois dit, mais cette rivière, ce n'est pas chez nous, hein, c'est un oued, on ne peut rien faire avec un tel cours d'eau. Donc au final, derrière ces divergences, on retrouve des choses qui ont été déjà montrées en sociologie et en géographie sur les divergences de regard et sur les contradictions aussi à l'intérieur de chaque groupe entre différents types de regards. Le regard qui peut être formé, qu'on appelle formé, que Raphaël Larère appelle le regard formé, qui correspond à une appréciation des paysages à partir de modèles de référence esthétique, de l'art, issus de l'art. Le regard initié qui est celui de l'habitant, dont l'appréciation est gouvernée par la pratique, par les usages. Et puis le regard qui est informé par la science et qui évolue au fil justement de l'évolution de la science. On se rend compte que les élus, progressivement, font cohabiter au sein de leur représentation 2 types de regards. Le regard initié, celui de l'habitant, et le regard formé, et qu'ils doivent donc assumer, le regard informé du scientifique, et qu'ils doivent donc assumer un certain nombre de contradictions entre ces 2 regards. Alors, des représentations au choix de gestion à présent. Comment, à partir de cette analyse de représentation, on peut glisser progressivement dans le questionnaire aux choix de gestion qui sont privilégiés par les uns et par les autres. Pour les experts gestionnaires, il ressort que
la suppression, la conservation sélective, qui ne correspond pas à l'arasement systématique, est la solution qui est privilégiée. Pour les élus, au contraire, c'est l'entretien des ouvrages qui reste, qui demeure privilégié. Et puis on retrouve entre ces deux groupes des convergences sur la gestion hydraulique et l'aménagement. Donc pour moi aussi, c'était quand même une surprise, même si on pouvait s'attendre à peut-être, pour certains d'entre nous, à un progrès sur la question de la conservation, de la suppression sélective dans le groupe élu. Mais je pense qu'il y aurait eu, encore une fois, il y a une dizaine d'années, un avis beaucoup plus tranché sur les solutions techniques, avec un rejet beaucoup plus net de certaines options. Alors ensuite, le questionnaire permettait de connaître pour chaque groupe les préférences et de lier les préférences et les pratiques de paysage. Donc, ce qu'on a relevé, c'est qu'il y avait pour l'ensemble des usagers une préférence marquée pour les vallées encaissées, avec une volonté d'immersion en fond de vallée, plus qu'une contemplation depuis un point de vue. Les individus qui ont été enquêtés fréquentent très régulièrement les vallées, en famille ou avec des amis. Donc les vallées restent encore des lieux de sociabilité importants. Les experts gestionnaires développent une pratique plus individuelle de ces espaces, bien entendu, en lien avec leur métier ou des pratiques naturalistes. Que cherche-t-on en bord de rivière? D'abord le calme et la tranquillité, voire l'isolement. Ensuite viennent le critère de la surprise. On recherche la surprise qui est liée soit à l'observation de la faune et de la flore, dans un grand nombre de cas, soit à la découverte du patrimoine bâti. Et ensuite, on a glissé donc sur une troisième interrogation qui a été évoquée, qui est le type de nature recherchée. Pour les experts gestionnaires, est apparu avec une récurrence vraiment très très forte le terme de sauvage. Donc les experts gestionnaires recherchent en fond de vallée une nature sauvage avec le moins de traces visibles de l'activité humaine. Pour les élus, vous voyez que ce taux baisse à 50%. Les élus, au contraire, défendent, recherchent une nature plus entretenue. Mais là où on retrouve une ambiguïté, c'est que dans les deux groupes et dans d'autres groupes d'usagers également, on retrouve sans cesse ce terme de sauvage. Ce terme de sauvage qui semble interpeller la société et qui, comme l'ont montré d'autres chercheurs, notamment Yves Dugimbul, signale la marque d'un glissement des représentations du paysage vers des représentations, vers une demande sociale de nature. Alors, ces différents résultats, qui sont encore largement à consolider avec la comparaison d'autres groupes d'usagers et puis surtout à partir de la relance d'un certain nombre d'entretiens semi-directifs qui sont très très riches, notamment pour les textes libres sur les expériences personnelles du paysage de rivière. Ces résultats interrogent un certain nombre de questions en termes de gestion de ces fonds de vallée. Donc, le mouvement de démantèlement d'ouvrages interroge les modes de gouvernance. Dans le cadre du travail sur la Sèvre nantaise et le Touet, un travail poussé de concertation a été mené, qui allait au-delà de ce qui était prévu dans le cadre du SAGE, avec des groupes d'expertise qui ont associé tous les usagers, y compris les habitants, sur le terrain et en salle, avec un processus lent, chronophage, mais qui a apporté ses fruits dans un certain nombre de cas et qui a permis d'aboutir à des orientations de gestion. Suite à cette démarche, entre 2001, 2005, 2006, sont venus se superposer des injonctions et des diagnostics d'experts prescriptifs qui, dans un certain nombre de cas, sont venus remettre en cause ce premier diagnostic partagé. Donc là, c'est une question que je pose. Quelle légitimité, qui pourra faire l'objet d'un débat, quelle légitimité a réellement aujourd'hui la concertation locale et l'imagination de projets de rivières à une échelle donc locale? C'est important parce qu'on a beaucoup évoqué tout au long du colloque le mot de concertation, mais ce que je remarque, c'est que se mettre autour d'une table, ce n'est pas si simple que ça. Ça demande de fortes compétences, du temps, de l'énergie, et puis surtout, il faut s'entendre sur les mots. De quel type de concertation parlons-nous? Est-ce qu'il s'agit d'une négociation directe sur la question maintien, aménagement, suppression de l'ouvrage? Est-ce qu'il s'agit d'une concertation beaucoup plus large sur le projet d'ensemble du paysage de rivière? Est-ce qu'il s'agit d'une simple information ou d'une communication
Je crois que là, il est vraiment important de réfléchir pour ne pas abîmer ce mot de concertation. Ensuite, on lit bien souvent que le refus de l'effacement d'ouvrage serait lié donc à une dimension un peu irrationnelle. Alors, ce qu'ont montré les travaux à la fois de géohistoire et puis des travaux plus actuels sur les usages, c'est qu'en réalité, l'effacement d'ouvrage, il révèle surtout des rapports de force. Donc, je vous l'ai dit, les fonds de vallée sont habités, fréquentés, et qu'on ne peut pas considérer les fonds de vallée uniquement comme des infrastructures de nature, qui sont malheureusement parfois habités. Non, ce sont des lieux habités, fréquentés, il faut faire avec. Et bien souvent, le travail d'inventaire et de réflexion sur les usages reste très superficiel. Les usages qui ne procèdent pas d'une valorisation économique directe sont souvent mis de côté, mal évalués, et donc, de ce fait, on dit ben non, il n'y a plus d'usage, plus de valorisation. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut légitimer tous les types d'usages, mais ça veut dire qu'il faut prendre en compte ces usages. Le meilleur moyen d'aboutir à des conflits, c'est de se boucher les yeux et de dire non, on ne voit rien, il n'y a pas d'usage. Et puis il faut s'interroger aussi sur les valeurs d'attachement, hein, parce que projeter sur les gens, sur les habitants, le fait qu'ils soient ignares ou irrationnels, évidemment, ce n'est pas forcément très valorisant. Ensuite, le refus de l'effacement d'ouvrage fait donc appel à des modèles de référence, à des idées de nature qui sont très contrastées. Et ces modèles de référence, ces idées de nature, eh ben, on doit en débattre aussi tous ensemble. Ça doit faire l'objet de réflexions, de travaux scientifiques, mais il ne faut pas non plus éluder cette question. Hier, Jean-René Malavoie nous a montré, à la fin de son diaporama, l'exemple de l'expérience américaine. Donc pour un terrain qui est différent d'une autre, qui est un foyer émetteur du démantèlement de barrages, qui se propage aujourd'hui en Europe, en Espagne, en Europe du Nord. Et ce qu'on constate, c'est que le mouvement de démantèlement de barrages, il a du mal à progresser chez nous pour tout un tas de choses. C'est peut-être aussi que les représentations de la nature ou du paysage sont différentes chez nous. Donc voilà, je vous remercie de votre attention.